Bonjour à tous. Depuis un bon moment, j'entends parler tout autour de moi de low-code, de no-code, de vibe-code. Il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées préfabriquées et beaucoup de choses qui ne sont pas suffisamment précises dans la façon dont on parle de ces sujets. Et ça me tenait à cœur de commencer une mini-série de 4 petites vidéos pour justement essayer d'expliquer ce qu'est réellement le low-code ou le no-code, ce qu'est encore plus le vibe-code, et finalement, est-ce que ça va vraiment détruire le métier de développeur? Est-ce qu'on va voir disparaître un pan complet d'une activité professionnelle? Donc en avant pour découvrir le low code, le no code et le vibe code. Jingle. Alors, avant de se lancer dans l'explication des concepts associés à low code, no code ou vibe code, on va essayer de regarder un petit peu, à faire un petit peu d'histoire sur les langages informatiques et sur l'évolution des langages informatiques, et puis à faire des analogies pour essayer de simplifier cette explication, l'explication de ces concepts et de ces termes. Donc, promis, on fait un peu d'histoire, mais on n'en fait pas trop longtemps. Mais l'objectif, c'est de retracer un petit peu l'évolution des langages informatiques pour voir pourquoi on arrive à ces concepts de low-code, no-code ou de vibe-code. Les premières générations de langages, ce qu'on appelle les langages machines, concrètement, c'est pas des langages pour les humains. C'est pas très digeste. C'est plutôt fait pour la machine, comme le nom l'indique d'ailleurs, que pour l'humain. Donc, on va pas trop s'attarder sur ces langages-là. Là où on commence à vraiment parler de développement, ça va être avec l'introduction de ce qu'on a appelé les assembleurs. Par contre, ces assembleurs sont très très liés à une infrastructure, à un type de à une technologie de processeur donné, et il y a autant de processeurs, autant d'assembleurs. Enfin, autant de familles de processeurs, autant d'assembleurs. Pareil, on va pas forcément... alors, soyons très clairs, chacune des générations qu'on va voir n'a pas éradiqué la génération précédente. Les 2GL s'appuient sur les 1GL et en fait les assembleurs génèrent du code machine. Et on va voir que même les langages de plus haut niveau, potentiellement, on peut très bien retomber sur la génération du dessous et ainsi de suite. Et d'ailleurs, souvent, on utilise un langage d'une génération donnée pour créer un langage d'une génération supérieure. Mais on va tout de suite aller dans la troisième génération de langage, qu'on a appelé les langages évolués. Alors effectivement, interpréter ou compiler, ça reste des langages évolués. On va regarder effectivement dans cette liste de langages compilés, il y a Fortran, COBOL, Lisp, Basic, Pascal, le C, Smalltalk, Delphi qui est la suite de Pascal, C++, Ada, Elf. Vous connaissez tous ces langages. D'ailleurs, je vais probablement m'amuser à faire un petit peu une tier list de ces langages et puis essayer d'en parler d'une façon un peu différente. On a l'UA aussi hein, qui est arrivé un peu plus tard. Et puis aussi on a les langages interprétés. On a eu une salve de langages qui était fait pour développer un peu plus rapidement sur des principes un peu plus simples, dynamiques pour le coup, comme Perl, Python. Alors j'ai mis Java aussi parce que c'est du bytecode. PHP, Ruby, JavaScript. Et puis on a vu après, effectivement, là on est dans une phase où on essaye finalement on reproduit des langages depuis ce qu'on avait essayé avec C Sharp par exemple, Go, maintenant il y a Rust, vous savez effectivement, j'ai fait pas mal et je vais faire encore d'autres vidéos sur Rust. Là pour le moment il n'y en a qu'une qui est sortie, mais il y a toute une série qui est prévue. Hein. Et puis, bah, on voit aussi qu'il y a les dialectes de JavaScript, ils évoluent. Extrêmement riche, cette troisième génération. Et on voit qu'effectivement, elle essaye déjà de s'adapter un petit peu aux usages pour lesquels on le cible. Mais ça reste très généraliste. Et c'est pour ça qu'on voit l'arrivée aussi, hein, mais vous voyez, c'est pas tout jeune, hein, l'arrivée de cette quatrième génération de langages dédiés, c'est-à-dire des langages qui sont faits pour un domaine spécifique. Et là, on a par exemple, pour parler à une base de données, un langage que vous devez bien connaître, SQL. On a des langages pour faire des mathématiques, MATLAB par exemple. On a des langages qui vont être plus ciblés à un usage particulier.
Pour aller encore plus loin sur ce principe-là, on va avoir ce qu'on appelle les langages de 5e génération, les langages experts, et là, typiquement, c'est les langages autour de l'IA, comme Prolog, par exemple. Je vais finir aussi d'illustrer avec des concepts qu'on a vus arriver, qui sont peut-être un petit peu plus en déclin, les principes de programmation visuelle, et les ateliers de génie logiciel, en bon français. On a vu Visual Basic, WinDev, on a vu Visual Studio. C'est ce qui nous emmène vers les IDE, les interfaces de développement intégrées. Mais quelque part, effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ça, c'est une quête d'abstraction. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce petit et rapide bref historique des langages de programmation, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a voulu faire de plus en plus, c'est d'adapter le plus possible à l'usage, et que maintenant, notre objectif, c'est de simplifier, d'aller encore plus loin sur l'abstraction. Et quand on va donc parler de nos codes, de low-code, on va parler d'une volonté d'aller au maximum de l'abstraction et d'accélérer, de rendre encore plus rapide la mise en œuvre d'un logiciel, ce qui était l'objectif des AGL. On parle d'une quête digitale, on parle d'une volonté de produire du logiciel le plus vite possible. Donc maintenant, on va faire un petit exercice. Imaginons un monde où chaque idée, chaque besoin d'optimisation, pour prendre vie sous forme d'application, de site web ou d'automatisation, ne va pas nécessiter de savoir-faire et d'être un expert en code, et même potentiellement de ne pas savoir coder. C'est ce qu'on a caché derrière d'abord le low-code, où la compétence est moins importante, et puis même vers le no-code, où la compétence de développement devient inutile. Et on va essayer de regarder, est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que ça répond réellement? Est-ce que pour le moment, il y a vraiment quelque chose d'opérationnel? Et puis on va le faire, on va regarder le sujet en essayant de plutôt s'identifier sur deux profils d'explorateurs. Le premier, c'est la population des aventuriers. Ils y vont, hein. Allez, on y va, on essaye tout, le no-code tout de suite, on va produire tout de suite de la valeur, et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis de l'autre côté, on a les prudents. Ceux qui ont effectivement le même objectif que d'améliorer le quotidien, d'aller plus vite, de faciliter et d'accélérer le time to delivery, mais, euh, mais qui se disent, bon, est-ce que c'est vraiment une bonne chose que d'aller vers du no-code? Voilà, on va avoir une population peut-être plus pragmatique. Alors, low-code, no-code, vibe-code, vous auriez dû me dire dès le début qu'est-ce que c'est que ce charabia. Alors, si vous êtes là, c'est que je pense que ça vous intéresse et que vous avez déjà entendu les termes. On va quand même essayer de les expliquer, et on va essayer de le faire avec, par l'image, par l'analogie. Et l'analogie que je préfère, moi, c'est celle de la cuisine. C'est-à-dire, finalement, cuisiner, c'est fabriquer à partir d'une recette, et une recette, ça ressemble quand même beaucoup à un script ou un code source d'application. Donc, allons-y. Ah, il y a un terme que je n'avais pas encore introduit. Ah oui, bah, quitte à y aller, je me suis dit, allez, on va aller au bout, hein. Le Procode. Ah ouais, bah, le Procode, c'est le chef étoilé. C'est celui qui va faire son marché. Si on est dans notre analogie, hein, du cuisinier, c'est celui qui choisit ses ingrédients, qui connaît ses fournisseurs, qui est capable de créer sa recette de bout en bout, qui est capable de le faire depuis rien du tout, et puis qui va faire la recette qui nous décoiffe les papilles. C'est long, ça demande beaucoup d'expertise et de la montée en compétences, et dans le temps, hein. Devenir un pro-codeur, ça se fait pas comme ça, hein. On parlait à l'époque de junior, de senior, maintenant on continue à parler comme ça. Maintenant, effectivement, on utilise ce terme pro-code, on entend aussi lead dev ou core dev, mais lead dev ou lead tech ou tech lead, c'est plus effectivement dans l'activité. Le pro-code, c'est ce qui le caractérise. Il est un pro-codeur parce qu'il a la compétence et l'expertise. Alors j'ai introduit en même temps low-code et no-code. Parce qu'effectivement, hein, c'est la même approche, hein. Là, on utilise un kit de cuisine. Les ingrédients, ils sont déjà lavés, coupés. La recette, elle est ultra simple, voire même complètement simpliste, on va dire. Vous assemblez les éléments pour obtenir un plat qui potentiellement est délicieux, hein, très rapidement. Par contre, c'est moins flexible, ça peut être beaucoup moins flexible, et puis mais par contre, effectivement, c'est extrêmement efficace, hein. On peut arriver à des résultats très rapidement, sans finalement avoir une grosse compétence nécessaire. Le low-codeur, lui, il va être capable d'apporter sa petite touche personnelle. On va réduire, on va garder un petit peu de flexibilité. Le no-codeur, lui,
Pas de place à la personnalisation. Si l'atelier de développement no-code qui est utilisé ne permet pas de faire, eh ben vous ne pourrez pas le faire. Le low-code, on peut un peu jouer. D'accord? Et c'est là que j'ai introduit notre vibe coder, la notion de vibe code. C'est plus abstrait. On en entend un peu plus parler depuis vraiment l'explosion de l'IA, parce que le but, c'est de coder en, étant, en se laissant inspirer. Et l'inspiration, pour le coup, maintenant, bah, on identifie l'IA comme la source d'inspiration. Donc quand on entend parler de vibe coding, en gros, ça veut dire coder avec l'IA. Historiquement, c'est pas forcément vrai. D'accord? Donc, ici, on cuisine avec un tutoriel en ligne fait par un grand chef ou carrément avec, du coup, l'IA Supreme Master, le Supreme Cook Master, là, l'IA qui est fait pour nous aider. Alors là, ça peut être Claude, ça peut être Mistral ou Codestral pour le coup, ça peut être n'importe quoi. Et puis, on le fait au travers d'outils, des copilotes, des open. Des open code, des cloud code ou des choses comme ça. Il y a plein de choses où effectivement on voit, il y a énormément de ces solutions-là, je suis pas là pour les lister. Ce qui est important, c'est de se dire, là il va y avoir deux cas très, très différents. Le cas où on a un dev senior qui vibe code et le cas où on a un dev junior qui vibe code et même effectivement un pro codeur qui peut vibe coder. Justement, regardons un petit peu si on continue dans notre image, on va essayer de se dire où est-ce qu'il y a le plus de, où est-ce que c'est le meilleur, où est-ce que c'est le plus sympa à aller bouffer. Eh ben, le Procode, évidemment, quoi. Enfin, je veux dire, si vous voulez emmener votre conjoint ou conjointe manger et qu'elle s'en souvienne ou qu'il s'en souvienne le plus longtemps possible, bah, vous allez faire l'effort d'aller lui offrir un resto étoilé. Et là, la saveur, bah, c'est du 3 étoiles, c'est même du 4 étoiles pour le coup. Pour le low-code, bah, effectivement, c'est pas aussi savoureux. On peut l'adapter un petit peu, donc on peut sauver un petit peu le fait que potentiellement on a respecté la recette, mais que la recette il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Ou voilà, on peut adapter, on peut rajouter sa petite touche. Nos codes, on rajoute rien du tout. Hein. C'est comme ça doit être. Alors pourquoi je mets une étoile? Parce que vous n'êtes pas un chef étoilé. Quand vous allez réaliser, vous allez pas le construire comme il faut. Et forcément, l'atelier, si on doit revenir sur le principe d'un atelier de no-code, il a des limites. Donc, de toute façon, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Le vibe code, alors là, c'est complètement différent dans les deux cas. On va commencer à droite. Un dev junior qui va faire du vibe coding, il va demander à l'IA de faire, elle va faire à sa place. Il va faire plusieurs itérations, il va faire évoluer. De toute façon, il sera limité à ce qu'il arrive à comprendre, donc il ne pourra pas l'emmener à faire des trucs super raffinés parce qu'il ne les connaît pas, ces trucs raffinés. Et en plus, avec le temps et avec l'état actuel de nos IA qui sont susceptibles d'halluciner, qui sont susceptibles de mal maîtriser la modification itérative de ce qu'elles fabriquent, on en arrive très très rapidement à des plats de nouilles, à des gros plats de nouilles. Et là, c'est du spaghetti dont on parle. Hein. Et en plus de ça, le gros problème, c'est que notre dev junior, il ne monte absolument pas en compétences. Il se fait intégralement assister par l'IA. Est-ce qu'il vibe code? Ouais, il vibe code. Tout va dépendre de savoir ce qu'on attend de lui en termes de développeur. Et peut-être que le vibe code d'un dev junior ou d'une personne qui n'est pas un dev mais qui a un petit besoin de dev est acceptable. Par contre, c'est super intéressant quand on parle d'un dev senior. Et c'est particulier de se dire, effectivement, c'est peut-être bien les devs seniors qui vibe code le plus parce qu'ils ont vite compris que l'IA, elle allait leur faire gagner du temps. Finalement, de se dire, je peux avoir ma petite brigade, si je reprends l'image de la cuisine, ma petite brigade de développeurs, IA agentique, qui vont effectivement me permettre d'aller beaucoup plus vite. Tous les trucs que je veux pas coder moi-même, je le fais faire par l'IA. Et puis ça m'interdit pas des fois de temps en temps de se dire tiens, un truc que je sais pas encore faire, je vais commencer à l'investiguer avec l'IA. Mais je le fais avec mon cerveau. Je le fais avec l'expérience d'un dev senior. Alors on continue un tout petit peu, justement. Parlons d'efforts maintenant. Pour le Procode, on doit tout faire à la main. Donc l'effort est forcément le plus important. Pour le low-code, l'effort, il est beaucoup moins important, mais on a vu qu'il y avait des limites, que ça, effectivement, que ça ne permet pas probablement de couvrir exactement ce qu'on veut. Par contre, il y a le gain de la vitesse. J'ai pas forcément mis la mesure de la vitesse, mais si vous cherchez pourquoi on va faire du low-code ou du no-code, on va le chercher pour la vitesse. Et pour peut-être aussi par rapport au coût.
sur lequel, sur ce qu'on veut réaliser. Mais attention, sur le coût, c'est ambigu, parce qu'il y a la maintenabilité qui va être un facteur important à prendre en compte. Le no-code, ah bah oui, il n'y a pas d'effort. Pas d'effort pour peu de saveur. En tout cas, par rapport aux outils qui existent actuellement et aux limites de ces outils actuellement. Disons que pour des actions bien précises, bien ciblées, qu'on n'aura pas forcément envie de maintenir dans le temps et de faire évoluer dans le temps, c'est acceptable. Par contre, dès qu'on parle de quelque chose qui a objectif de persister dans le temps, d'évoluer et qui a des objectifs de maintien évolutif, bah, il va y avoir un problème. Et c'est là que le vibe code est extrêmement intéressant. Et c'est là de se dire, on oublie hein, le vibe code dev junior, poubelle, hein, on fait comme si on n'avait pas vu. Laisser un dev junior faire du vibe code, c'est se garantir que ce qui va être produit dans son entreprise va vite partir à la catastrophe. Par contre, le vibe code chez un développeur qui est formé, compétent, et ben là, on commence à avoir des choses intéressantes. Modulo le fait que vraiment, il faut considérer que vibe coder et favoriser le vibe coding dans une entreprise, ça n'est pas ça ne doit pas être une volonté de réduire le nombre de développeurs. C'est une volonté de leur faire produire plus et mieux, et finalement, ou alors effectivement aussi, et j'insiste, hein, d'améliorer leur qualité de travail. Alors, on va regarder la complexité. Oui, en complexité, le pro-code, eh ben oui, Rome s'est pas fait en un jour. Et pour acquérir une compétence, que l'IA soit la plus évoluée, qu'elle évolue encore le plus possible, eh ben il faut du travail. Il faut effectivement, et pour pouvoir faire ce fameux schéma de vibe code en dev junior ou pro-codeur, eh ben va falloir passer par cette étape complexité. Et à un moment, les entreprises doivent l'intégrer et le prendre en compte. Le low-code, c'est voilà un petit peu moins compliqué. Le no-code, c'est pas du tout compliqué, vous vous en doutez bien. Et puis par contre, ce qui est intéressant, c'est que le vibe code, du coup, ça réduit la complexité de travail pour les pro-codeurs. Pour les pro-codeurs déjà seniors, j'insiste. Et puis finalement, en termes de complexité, si je regarde mon dev junior, bah oui, bah on voit qu'il n'y a rien qui va hein, dans le schéma du vibe code sur un dev junior, et ben il ne faut pas le faire. Alors, on continue encore un petit peu hein, dans les images. J'ai essayé d'en proposer d'autres pour que tout le monde trouve son compte. Donc, no code versus low code versus vibe code. On va essayer de regarder par le bricolage maintenant. On va faire un petit tour chez Ikea. Donc, le no code, c'est le Ikea pur et dur. On assemble les meubles Ikea. On suit le plan à la lettre et ainsi de suite. On modifie pas du tout les pièces. Si jamais on essaye quand même d'être pragmatique, parce que c'est pas inutile ce no-code et ce low-code. À qui ça sert bah, par exemple, à des acteurs métiers, à du marketing, dans une démarche presque d'utilisation rapide, sur la réponse à un besoin rapide, où on se dit finalement c'est un peu court-termiste et on n'a peut-être pas besoin de solliciter l'équipe de dev. On va en reparler quand même de cet aspect-là. Les exemples d'utilisation, créer un formulaire d'inscription, automatiser un post sur les réseaux sociaux, ce sont des réponses spécifiques à un usage spécifique, peut-être presque personnel, mais dans un objectif de faciliter la vie et de faciliter le travail en se disant est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir le clavier pour coder pour ce genre de choses? Est-ce que j'ai besoin d'aller solliciter l'équipe IT pour me développer quelque chose? Peut-être pas. Attention au shadow IT, mais on va y revenir. On a un peu la même démarche avec le low-code, sauf que la différence, c'est qu'ici, on ne s'interdit pas de personnaliser, on ne s'interdit pas de tuner les meubles un petit peu pour vraiment avoir une réponse qui est plus adaptée à ce qu'on veut faire. Ça cible un peu plus des power users, des gens qui ont quand même un vernis un peu de dev, un peu junior, mais du coup qui sont capables de se débrouiller encore plus et qui vont potentiellement aller plus loin. Alors là, attention, parce que du coup, la porte du Shadow IT, elle est encore plus grande ouverte. Et par contre, effectivement, on vient à créer une petite application de gestion de stock, par exemple, avec une logique spécifique. Oui, bah, qui va la maintenir? Parce que c'est power user, est-ce que du coup, ils ont réellement dans leur fiche de poste la responsabilité de faire ce genre de choses? Est-ce qu'ils vont pouvoir imputer? Est-ce qu'on va pouvoir suivre l'activité, ces activités? Et du coup, est-ce que du coup, on va pouvoir les garantir dans le temps? Attention. Dans le cas du vibe code, bah là, on décrit le meuble de ses rêves à un artisan, où on est nous-mêmes l'artisan. Euh,
à l'artisan, pardon, à l'IA pour le coup. Et là, on veut une étagère bleue, style scandinave, avec 3 niveaux, mais là, on décrit de façon très précise, et puis bah, ça s'adresse effectivement bah, là chez les créatifs, chez les designers, chez les web designers, chez les chefs de produits. Dans une démarche un peu de prototypage, de construction, c'est gérable. Et du coup, l'exemple d'utilisation, c'est générer un bout de code pour une animation spécifique sur un besoin spécifique sur lequel ils se disent bah, je peux faire un peu par moi-même, j'ai pas besoin forcément d'intégrer ça dans le plan de charge de développement, je vais faire ce genre de choses par moi-même. Il faut le canaliser. Là, je parle d'un vibe code, pour le coup, vous l'avez compris, sur un profil junior, mais un peu plus ciblé. C'est pour ça que je voulais faire un petit peu ce petit zoo des concepts. Alors, avant de conclure cette première vidéo, je veux forcément parler de l'automatisation. Parce que derrière les concepts de no et de low code, oui, on va avoir des outils qui sont faits pour fabriquer des interfaces, des formulaires et de simplifier. En Clicodrome et WYSIWYG, on peut fabriquer ces formulaires et puis ça mécanise un peu du code derrière. Mais finalement aussi derrière, ce qu'on voit beaucoup, le moteur, c'est l'automatisation. Le principe, c'est connecter des applications qui ne parlent pas aussi, potentiellement, qui ne se parlent pas entre elles, sur lesquelles il n'y a pas des connecteurs. On va essayer de le regarder avec un petit use case et on va l'illustrer. J'ai un nouveau. Mon cas d'usage, c'est que j'ai un nouveau prospect je veux lui fournir un formulaire web. Mon atelier no code, il me permet de faire ce genre de choses. Mon objectif, c'est d'ajuster l'enregistrement dans mon application sur un outil comme Budibase, qui est un outil de no code, par exemple, on le regardera. Ensuite, ça vient créer une fiche contact dans mon CRM sur HubSpot. Et normalement, effectivement, il n'y avait rien qui liait cette appli web, ce petit formulaire web avec HubSpot. Mais on va voir que ces outils sont faits pour ça. Et puis, à la fin, ça fait une notification sur le Mattermost de l'équipe commerciale. Pour ce genre de choses, on va voir qu'on a besoin de quelque chose qui va automatiser cette séquence, ce workflow, ce use case, et on va voir des outils d'automatisation, par exemple, ceux qui connaissent, là j'ai mis le logo de N8N. Alors, je reste ici. La prochaine vidéo, on va essayer de se concentrer en refaisant 2 personas et des constats autour de ces personas pour essayer d'identifier, alors peut-être pas 2, peut-être plus que ça, d'identifier un petit peu quelles populations peuvent être touchées par le no-code ou le low-code. À bientôt!